Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de juillet. Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. Au mois de juillet, j'ai lu 10 livres. Il y en a un que j'ai abandonné, 5 que j'ai lu en version papier, 4 que j'ai lu en version audio et j'ai également lu 2 livres numériques pour un total de 3071 pages, c'est-à-dire à peu près 99 pages par jour. Non, à une page près, j'avais dépassé les 100, enfin j'avais atteint les 100. Et une note moyenne de 3 étoiles. 3 étoiles plus parce que j'étais à 3,88 exactement. Mais c'est pas tout à fait 4 et du coup ça va niquer toutes mes statistiques sur l'année, je suis dégoûtée. Et j'ai intégré 19 livres à ma pile à lire, mais sur ces 19 livres, il y en a un, enfin 19 livres à mes bibliothèques. Sur ces 19 livres, il y en a un que j'ai déjà lu, donc 18. Et il y a également 2 intégrales, c'est ça qui fait augmenter mes chiffres. Sinon, au total, j'ai acheté 15 livres, dont un que j'avais déjà lu au mois de juillet. Et du coup, sans plus tarder, on est parti avec le premier livre que j'ai lu au mois de juillet. C'était Horror Store de Grady Hendrix. Je vais essayer de ne pas vous aveugler avec les reflets parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et du coup il est plastifié, donc extrêmement shiny. Dans cette histoire, on se retrouve dans un magasin d'ameublement, un genre d'IKEA. Évidemment, d'après la couverture, ça paraît assez évident. Le livre est lui-même construit comme un catalogue IKEA. Donc c'est pas un IKEA, c'est un... je sais plus quoi. Orsk. Mais globalement, imaginez un IKEA. On se retrouve dans ce magasin avec un petit groupe de personnages, je crois qu'ils sont 3 au départ et en fin de compte ils sont 5, qui sont obligés de passer la nuit dans le magasin parce qu'ils ont constaté le matin en arrivant au travail des dégradations sur le mobilier et ils sont incapables de comprendre ce qui se passe et ils essayent d'arrêter les personnes ou la personne qui dégrade les meubles la nuit en passant la nuit sur place. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils n'appellent pas juste les flics, mais bon. Il n'y aurait pas d'histoire sinon. Alors, l'histoire c'est ça, et on va être sur un... C'est un récit fantastique, paranormal, d'horreur. Je savais à quoi m'attendre, enfin j'avais une idée de ce à quoi m'attendre en lisant ce récit, et j'ai pas été déçue dans mes attentes, mais ce que je craignais est arrivé. J'ai pas forcément énormément aimé cette histoire à cause de son côté ridicule, en fait, tout simplement. Les personnages sont tous plus bêtes, ridicules et insupportables les uns que les autres, mais c'est ce qui fait que ce roman est distrayant. Il faut vraiment pas aller dans cette histoire, et je pense que c'est un petit peu le concept de la plupart des romans de l'auteur, en se disant je vais lire un truc sérieux qui va vraiment me faire peur. Alors peur oui, il y a quand même des trucs flippants, mais sérieux non, pas du tout. Grady Hendrix, c'est un petit peu le spécialiste des romans d'horreur absurdes, donc sachez-le si jamais vous avez envie de lire un de ses titres. Je pense que c'est une ambiance qui va se retrouver un petit peu dans ses autres romans. L'atmosphère est angoissante à souhait. On a tous rêvé, je pense, un jour de se retrouver enfermé dans un magasin, que ce soit un magasin bon, d'ameublement peut-être pas, mais quand on était enfant, peut-être un magasin de jouets, ou devenu adulte, un magasin peut-être d'alimentation, pour ceux qui aiment manger, c'est mon cas. Mais, enfin voilà, ou un magasin de fringues, ou enfin, peu importe. Mais je pense que c'est un rêve, un fantasme qu'on a tous eu une fois, et l'auteur prend ce fantasme, cette idée, ce rêve, et en fait un véritable cauchemar dans lequel le lecteur parvient très facilement à s'intégrer, parce que je pense qu'on est aussi tous un jour entrés dans un magasin Ikea, ou si pas un Ikea, mais au moins un magasin d'ameublement. C'est extrêmement perturbant du coup. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, au-delà de l'histoire elle-même, c'est le format. Parce que, donc je vous ai montré vite fait, hein, mais tous les chapitres commencent par la présentation d'un meuble. Et en fait, petit clin d'œil, toutes les références des articles contiennent le nombre 666. Toutes, absolument toutes. Et c'est un clin d'œil extrêmement parlant et adapté, je trouve, à la situation et à l'histoire dans laquelle évoluent les personnages. C'était bien vu. Je vous dévoilerai pas de quelle créature on parle, de quel type de paranormal il s'agit.
Quand je vous ai présenté ce livre, à chaque fois que je vous l'ai présenté, je crois que je vous ai mentionné des zombies. C'est pas vraiment le cas. C'est pas juste des zombies, les zombies qu'on connaît tous, voilà. Ça va plus loin que ça. Et j'ai adoré parce que du coup je m'y attendais pas, je m'attendais à une histoire de zombies tout simplement. Mais c'est plus profond. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Concrètement, un slasher dans un magasin de meubles, c'est facile. Enfin, il fallait y penser déjà, c'est facile, mais il fallait quand même y penser. En tout cas, c'est super efficace. Parce qu'on se retrouve dans la situation des personnages qui, même en travaillant dans ce lieu et en étant familiers de leur environnement, on sait tous que dans les magasins Ikea, il y a des raccourcis pour passer d'une zone à l'autre, machin, et qu'on n'est pas forcément obligé de suivre le chemin. Mais en pleine nuit, sans aucun éclairage, on se retrouve un peu dans un labyrinthe, et ça rend le truc encore plus angoissant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. Je vous l'ai dit, ils sont ridicules, complètement stupides. On a les clichés, les pires clichés qui peuvent exister dans les slashers, ils y sont. Donc j'ai eu vraiment du mal à m'attacher aux personnages, mais j'ai apprécié la tournure des événements et ce petit côté, du coup, l'aspect de l'intrigue auquel je m'attendais pas, donc c'était plutôt cool. Il y a deux petits points de logique qui m'ont dérangé. Le premier, ça concerne la mise en page. Tous les objets qui sont présentés au début de chapitre sont présents et mentionnés dans le chapitre, à part à 2 reprises où j'ai l'impression que les objets sont inversés par rapport au chapitre. L'objet du chapitre 10 par exemple est introduit uniquement dans le chapitre 11 et inversement. Il y a une question de spoiler, donc je me dis à la limite pourquoi pas, mais l'autre point de logique qui m'a dérangé, c'est l'héroïne qui à un moment donné a la possibilité de s'en sortir et qui ne peut pas blairer ses collègues. C'est genre la nana, elle bosse, c'est juste de l'alimentaire en fait, et elle a pas du tout envie, elle est pas là pour se faire des potes ou quoi, donc elle a absolument rien à foutre de ses collègues. Et elle décide quand même de retourner dans le magasin, dans cet enfer, pour essayer de les sauver. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais ça participe à l'histoire. Si elle n'était pas retournée dans le magasin, il n'y aurait pas eu la fin de l'histoire, etc. N'empêche que, pour moi, c'est pas très logique. Au niveau de l'horreur, alors c'est lecture adulte, hein, je vous le confirme, on est sur un niveau assez élevé. Je m'attendais à pire, en termes de gore, etc., de cradossitude. Je m'attendais à pire, mais je sais pas si j'aurais réussi à supporter pire. Parce qu'on est vraiment quand même bien gore là déjà. J'ai réussi à faire abstraction du côté absurde de l'histoire et à aller jusqu'au bout du récit parce que je m'attendais à ce que ce soit absurde. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à le terminer si ça avait pas été le cas. Et en plus de ça, l'auteur propose une fin ouverte. Vous savez que je déteste les fins ouvertes. Je trouve cependant que ici, elle est plutôt intéressante et c'est plutôt bien tourné. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu Encyclopédie des dragons légendaires de Geoffrey Legrand, Kim Van Den et Guillaume Sanguet. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement une encyclopédie avec différents dragons à travers les légendes, l'histoire, la figure du dragon comme métaphore d'une plus grande menace, et les différentes cultures surtout. On sent que les auteurs ont fait énormément de recherches, les différentes versions des légendes sont mentionnées, il n'y a pas de parti pris, et il y a des citations au début de chaque présentation de nouveaux dragons qui permettent au lecteur de se référer à d'autres textes ou d'autres références, justement, éventuellement, si ça l'intéresse. Au niveau des informations qui sont recensées ici, il n'y a rien de particulièrement original ou de novateur pour le genre, mais le format était, lui, original, puisque à chaque présentation, on a l'intervention d'un personnage, que ce soit le dragon lui-même, ou bien un héros ou une héroïne qui a été confronté à ce dragon, à ce monstre, qui raconte son point de vue de l'histoire. On est sur un style hyper académique en ce qui concerne l'écriture, et ça m'a fait l'impression d'être plus un copier-coller d'ouvrages de référence que... Je viens de dire un mot, j'en connais une derrière son écran qui va criser. Je m'excuse Mathilde pour l'emploi de ce terme ONI. Bref, private joke. Que d'un documentaire qui aurait été retravaillé pour coller au style des auteurs et aux attentes au public visé. Je vous ai parlé juste avant de l'intervention des héros ou bien des dragons eux-mêmes sous forme de... pas interview, mais
ils racontent leur point de vue de l'histoire. Et ben malheureusement, même si c'était original, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Parce que à ces moments-là, les personnages qui sont, on va dire, interviewés, c'est pas vraiment une interview, ils racontent une partie de leur vie, il n'y a pas quelqu'un qui leur pose des questions. La façon dont le lecteur est interpellé, parfois je trouve que c'est maladroit. Le style dans lequel ces morceaux sont rédigés est totalement différent, donc ça casse un peu l'harmonie du truc. Et malheureusement, au niveau de la forme, j'ai trouvé que les titres de certains chapitres, au niveau de la police d'écriture, les titres et les citations, sont parfois un petit peu difficiles à déchiffrer. Je trouve que la police n'est pas hyper lisible. J'aime énormément la figure du dragon, cette créature mythologique, mythique, fantastique, merveilleuse, etc. Je m'attendais à apprendre pas mal de choses. Il y a quelques trucs que j'ai appris, mais malheureusement, ça va pas rester dans mon esprit. La forme ne m'a pas permis de m'ancrer aux informations et je pense que ça va très vite. C'est rentré par un œil et c'est ressorti par l'autre, vu que je l'ai lu et pas écouté. Mais ouais, c'était sympa sans plus. Les illustrations, elles, en revanche, sont absolument incroyables. On a un certain équilibre dans les chapitres, même si, évidemment, il y a plus de dragons en Asie que partout ailleurs. C'est une créature qui fait vraiment partie intégrante du folklore asiatique. D'autres continents aussi, mais il y en a plus en Asie. J'aurais bien aimé du coup que les auteurs, sans forcément rentrer dans énormément de détails, parce que c'est peut-être parfois difficile à trouver, mais essayent de trouver une harmonie ou de faire en sorte que l'équilibre soit vraiment plus juste entre les différents continents. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'informations sur les dragons asiatiques et moins sur les dragons d'autres contrées. Je pense qu'ils auraient pu s'intéresser sans vraiment en faire une entrée entière, mais peut-être une liste de pistes à poursuivre en mode on nous a également parlé de tel dragon, tel dragon, tel dragon, mais on n'a pas réussi à trouver plus d'informations que ça, ou voilà, parce que du coup l'oralité est complètement laissée de côté dans cette encyclopédie. Les auteurs se fient à des textes qu'ils ont réussi à trouver, mais on parle pas du tout des légendes et de la transmission orale. Et je trouve que c'est dommage. Du coup, malheureusement, mon plaisir global à la lecture a souffert du style et du temps qu'il m'aura fallu pour lire ces 83 pages. Je me souviens plus en combien de temps je l'ai lu, mais c'était beaucoup trop. 83 pages, normalement, même si c'est écrit pas très gros et que c'est en mode encyclopédie, je devrais réussir à le lire en une demi-journée en espaçant un petit peu ma lecture. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu Sistra, le tome 1, première épreuve de Marine Stangel. C'est une lecture que j'ai faite dans le cadre du PLIB. C'est un des finalistes jeunesse young adulte du PLIB 2023. C'est un récit de science-fiction, une dystopie dans laquelle on va faire la connaissance de 2 sœurs. On va avoir le point de vue alternativement de chacune des 2 sœurs, qui sont nées à 4 ans d'écart, je crois. Et on est dans un univers où la planète est ravagée, notamment par la surpopulation. Il y a d'autres éléments, hein, le réchauffement climatique, etc. Ça se passe bien des années dans le futur et les différents continents ont complètement, les différents pays même, ont complètement fermé leurs frontières. Tous les ressortissants étrangers ont été renvoyés dans leur pays d'origine et les familles, chaque continent a décidé de lutter contre la surpopulation à sa manière. Et en France, on a décidé d'appliquer la politique de l'enfant unique, mais dans une version un peu plus hardcore, c'est-à-dire que chaque famille a le droit d'avoir un enfant et les enfants suivants à partir du moment où vous avez plus d'un enfant, la fratrie est envoyée dans différents camps. Donc il y a 2 camps différents. Il y a un camp qui éduque les enfants de manière intellectuelle et il y a un camp qui éduque les enfants de manière physique pour en faire des combattants. À la majorité du premier des 2 enfants, parce que du coup les 2 enfants sont évalués pour savoir lequel on va mettre dans quel camp, et le premier qui devient majeur déclenche la sélection, entre guillemets, et les fratries sont envoyées dans la nature
dans un pays bien particulier. Et ils sont censés s'entretuer. Et le dernier survivant retourne à la civilisation et peut commencer à mener une vie normale. Après avoir tué son frère ou sa sœur. Youpi! Le pitch, c'est ça, et donc on va suivre nos deux héroïnes. L'une qui fait partie de l'institut qui l'a formée intellectuellement, donc à tout ce qui est théorique, y compris la meilleure manière de tuer quelqu'un, mais sans exercice physique. Ils n'ont même pas le droit de courir dans cet institut. Donc c'est que de la théorie, et la sœur du coup elle est formée physiquement, donc eux ils n'ont pas le droit d'approcher d'un livre, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais maniement des armes, endurance, etc. tout ça c'est leur truc. Voilà, donc on a cet équilibre, déséquilibre, je ne sais pas trop, et on va suivre donc dans je crois 3 parties différentes. Donc on va commencer à apprendre à connaître nos personnages, puis le moment de la sélection où elles sont envoyées dans la nature pour tenter de s'entretuer, et la façon dont les choses vont évoluer. C'est une duologie et je serais curieuse, je pense, de lire le tome 2. Ce sera pas non plus une de mes priorités, mais la façon dont l'autrice tourne son histoire m'a suffisamment interpellée pour me donner envie de lire la suite. J'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage au départ parce que l'aspect dramatique de l'histoire fait que je me doutais qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose de grave, triste. Et la façon dont les deux personnages, et les personnages secondaires, parce qu'évidemment elles ne sont pas les seules dans cette situation, sont formatés psychologiquement pour avoir envie de tuer leurs frères-sœurs. C'était assez intéressant et comme dit, c'était plutôt prometteur pour la suite. Pour créer son histoire, l'autrice se base sur des faits réels, contemporains, qu'elle amplifie et qu'elle modifie de manière à rendre son univers totalement crédible. Parce que sans aller jusqu'à la politique de l'enfant unique et le fait que les frangins doivent s'entretuer pour survivre, etc., et ben, la surpopulation, ça va commencer à devenir un problème, le réchauffement climatique, etc., etc. Et les mesures qui seront prises à un moment donné pour tenter d'endiguer ça, ben, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. Donc ça m'a paru vraiment très très crédible et du coup extrêmement effrayant. Dès le départ, on sait que l'appel des héroïnes va avoir lieu, c'est inéluctable, et du coup ça a fait monter crescendo la pression dans l'histoire. Les dialogues m'ont un petit peu fait grincer des dents, je trouve que l'autrice emploie parfois des expressions ou des onomatopées qui sont typiquement issues du langage parlé, et qui du coup rendent le récit... Enfin, je pense qu'elle tente par là, en utilisant ces trucs-là, de rendre le récit et les dialogues plus crédibles, mais en fait ça coupe le rythme et ça les rend moins crédibles justement. Les chapitres sont parfois bizarrement découpés avec des fins un peu abruptes, sans parler vraiment de cliffhanger, mais on a juste l'impression que le chapitre est pas fini. J'ai trouvé que c'était assez étrange comme choix de découpage en fait. Vous le savez, la science-fiction c'est pas un genre qui m'attire au premier coup d'œil, la dystopie encore moins, mais étant moi-même l'aînée d'une fratrie de 2 sœurs, donc j'ai une sœur cadette, et ben je me suis vraiment, sans vraiment pouvoir m'identifier non plus complètement, mais j'ai réussi facilement à imaginer ce que pouvaient ressentir les personnages, et l'horreur que ça représente, c'était assez impressionnant et intense. Comme je vous l'ai dit, on a une première partie dans laquelle on fait connaissance avec les personnages, donc c'est assez lent, il faut s'accrocher je pense, enfin pour certaines personnes il faudra peut-être s'accrocher, mais à partir de la deuxième partie, quand les héroïnes sont appelées et balancées dans la nature, c'est de l'action non-stop, c'est à couper le souffle, le lecteur tout comme les personnages n'a pas le temps de reprendre son souffle, de se reposer ne serait-ce qu'une seconde, c'était vachement haletant. L'autrice dissémine quelques indices tout au long de son histoire pour permettre au lecteur d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Du coup, la structure est assez logique, même si prévisible. Par contre, si on l'envisage de manière crédible, il y a certaines scènes qui paraissent quand même un petit peu invraisemblables. Je ne vous conseille pas
malheureusement la version audio, puisque c'est un livre que j'ai lu en version numérique et audio en même temps, et je trouve que la narratrice a une voix assez monocorde et qu'il est difficile de faire la distinction entre les personnages. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, toujours dans le cadre du PLIB, j'ai lu Les Chants de Ning de Émilie Kerbalek. Enfin, j'ai lu 61 pages et j'ai abandonné ce récit. Dans le cadre de la lecture des finalistes du PLIB, on a le droit d'abandonner les finalistes à partir du moment où on a lu au moins 10% de l'ouvrage. Ce récit faisant 463 pages, avec mes 61 pages, j'ai lu au moins 10% de l'histoire. C'est un récit de science-fiction, mais je ne serai pas capable de vous dire s'il s'agit d'un space opéra ou d'un planète opéra, puisque je ne suis pas allée assez loin dans l'histoire. On va faire la connaissance d'une scientifique qui étudie l'acoustique sous-marine et qui va être envoyée sur Nuying, une planète qui s'apparenterait à la Terre, pour étudier les champs sous-marins qui s'apparentent à ceux des baleines. Globalement, le pitch, c'est ça, et donc on va suivre dans les 60 premières pages notre héroïne qui se prépare à aller sur cette planète et qui intègre une station spatiale avec toute une équipe de scientifiques, etc., pour étudier la possibilité, un jour, d'envoyer l'être humain sur Nuying. Je ne note pas mes abandons parce que même si je ne suis pas allée au-delà de la page 60, j'ai pas réussi, je vais vous dire pourquoi juste après. Peut-être que la suite de l'histoire ou la fin de l'histoire m'aurait retourné le cerveau et que je l'aurais adoré, donc je préfère ne pas noter plutôt que noter le peu que j'ai lu de manière négative. Celui-ci, il est parmi les finalistes du PLIB adulte, du coup. À part l'héroïne, j'ai pas vraiment eu le temps de prendre la pleine mesure des autres personnages. On a donc Brume, qui est notre héroïne, et j'ai rencontré également William, que j'ai préféré. Donc j'ai préféré un personnage secondaire dans les 60 premières pages à l'héroïne. Je l'ai trouvé vraiment plus pétillant, vivant. Brume est assez effacée comme personnage et pas du tout... Elle m'a pas du tout paru sympathique parce qu'elle est vraiment obsédée par son travail et l'aspect découverte et scientifique, et du coup elle en oublie d'être humaine presque. C'est pas quelqu'un que j'ai trouvé sympa. Afin d'atteindre Nuying sain et sauf, les membres de l'équipage certains membres de l'équipage vont être enfermés dans une boîte pendant 27 ans, en mode, pas cryogénisation, mais quoique, si, il me semble, je sais plus, parce qu'il en est question également dans cette histoire. Alors c'est assez angoissant, c'est sûr, mais je suis pas parvenue jusqu'à cette partie du récit, et l'autrice enchaîne les explications scientifiques et les remaniements et les réécritures de faits historiques qui m'ont complètement embrouillée. Le prélude présageait une plume aussi musicale que le titre, Les Chants de Nuying. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé dans la suite du texte que j'ai lu. Gardez en mémoire que j'ai lu que les 60 premières pages. Et l'autrice, surtout, utilise, comme je vous l'ai dit précédemment, des termes scientifiques qui ne sont pas du tout expliqués, qui auraient largement mérité une note de bas de page ou un index, parce que c'est extrêmement complexe, et elle considère que son lecteur connaît déjà la situation, connaît déjà l'histoire, connaît déjà son univers, et c'est ça aussi qui m'a pas du tout plu et qui m'a empêché de m'intégrer et de m'ancrer au récit. La raison principale pour laquelle j'ai abandonné ce livre. Alors, ça va être extrêmement compliqué de vous expliquer pourquoi sans paraître, j'ai envie de dire raciste. Donc je m'excuse par avance si mes propos heurtent la sensibilité de certaines personnes. Ce n'est pas voulu, c'est une maladresse de ma part. Je ne devrais même pas avoir à faire cette maladresse, même si justement parce que j'en suis consciente. Je vais essayer de vous expliquer et j'espère que vous comprendrez mon point de vue. L'autrice, comme je vous l'ai dit, remanie des faits historiques pour les intégrer à son récit. Au départ, je me suis dit appropriation culturelle. L'autrice s'appelant Émilie Kerbalek, pour moi c'était un prénom à consonance plutôt bretonne. Je me suis dit pourquoi elle invente une héroïne asiatique alors qu'elle-même ne l'est pas. Faux, j'ai fait mes recherches, l'autrice est d'origine japonaise je crois, donc son nom de famille n'a rien à voir dans l'histoire. Elle a toute la légitimité pour créer une histoire autour de l'Asie et je crois que son précédent récit était aussi dans la même culture. Malheureusement, je trouve que elle en fait trop
Et à part William, tous les autres personnages que j'ai pu rencontrer sont asiatiques. Japonais, chinois, coréens, toutes de plusieurs nationalités, mais ils sont tous issus de la culture et d'origine asiatique. Et elle réécrit l'histoire, j'ai un exemple particulier en tête, dans sa version, donc on est sur en même temps une uchronie, dans sa version, le premier homme à avoir marché sur la Lune est une personne d'origine asiatique. Ok, pourquoi pas? Des uchronies, j'en ai lu d'autres, et après tout, pourquoi pas changer cette partie de l'histoire? Mais la façon dont c'est écrit, en fait, la façon dont l'autrice construit le début de son récit, j'ai trouvé que c'était trop. Ça fait presque propagande, pro-culture asiatique, et toutes les autres cultures sont complètement effacées. La représentativité, c'est extrêmement bien, c'est super important, mais là, c'était vraiment too much à mon goût. Il n'y avait rien d'autre qui existait. Ce sont eux les plus forts, ce sont eux qui ont tout créé. Et c'est le cas pour certaines choses. Même dans notre monde actuel, je veux dire, l'Asie a clairement... certains pays d'Asie, plus que d'autres peut-être, mais ont clairement de l'avance en termes de technologie, d'intelligence artificielle par exemple. Donc pourquoi pas pousser ce truc à l'extrême. Mais là c'était justement trop extrême pour moi. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas l'incursion d'autres nationalités, à part comme dit le personnage de William, qui lui je crois est canadien d'origine sud-africaine, il me semble. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était de la propagande, et c'est ça qui m'a dérangée dans cette histoire, c'est la raison pour laquelle je l'ai abandonnée. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer plus pourquoi ça m'a fait cet effet-là, mais c'était le cas. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Et comme dit, après avoir fait des recherches et m'être rendu compte que le précédent récit de l'autrice, le précédent roman de l'autrice, était aussi un récit autour de la culture asiatique, je me dis, mais... Alors, je vais pas dire elle sait rien écrire d'autre, parce que à mon avis, c'est pas très juste de ma part de dire ça. Je pense qu'il y a d'autres auteurs que je lis qui sont eux-mêmes issus d'une culture particulière, qui n'écrivent que des récits dans cette culture. Donc c'est pas juste de ma part de juger l'autrice là-dessus. C'est aussi pour ça que je l'ai pas noté, parce que j'ai pas accroché, mais je ne doute pas que d'autres apprécieront. Voilà. Mais bon, en gros, vous avez la raison pour laquelle j'ai abandonné ce roman, et comme je l'ai déjà dit, je m'excuse par avance si mon avis peut heurter certains viewers. Voilà, c'est ce que j'en ai pensé. Je pense surtout que l'autrice n'avait pas besoin de réécrire l'histoire pour écrire son histoire. Ça se passe dans le futur, je ne sais plus exactement quand, mais ça se passe dans le futur. Pourquoi ne pas plutôt imaginer des avancées scientifiques extraordinaires dans les années à venir? Pourquoi avoir ce besoin de réécrire l'histoire? Voilà, ça m'a embêtée. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris malheureusement aucun plaisir à ma lecture, du coup c'était laborieux, et je suis contente que le PLIB autorise l'abandon à 10%, parce que je pense que je serais encore en train de le lire, à mon avis, si ça n'avait pas été le cas. Donc c'est dommage. Ensuite, j'ai lu Twisted Hate de Anna Wong, qui est le tome 3 de la série Twisted. C'est une romance érotique contemporaine. C'est donc le tome 3 de la série dont je vous ai parlé le mois précédent, au mois de juillet, dans mon wrap-up du mois de juin. Je crois que c'est ça. Dans ce troisième tome, donc à chaque tome on suit une héroïne différente, héroïne qui fait partie du même groupe d'amis. Dans ce tome 3, on va suivre donc Jules et Josh, le frère de l'héroïne du tome 1. Et Jules qui est sa meilleure amie. Bon, elles sont 4 amies très proches, mais disons que Jules est vraiment la meilleure amie du personnage principal du tome 1, qui je crois s'appelle Anna. J'ai un doute maintenant. Bref, on est sur un trope de enemies to lovers, puisque Jules et Josh ne peuvent pas se blairer à aucun moment. Et on va avoir l'évolution de leur relation. Le personnage principal du tome 1, les personnages principaux du tome 1 et du tome 2 refont quelques apparitions. J'ai adoré, c'était vraiment super chouette. Découvrir ces deux personnages de manière un peu plus approfondie et parfois difficile, c'était super intéressant, mais c'était difficile, mais pas dans un sens négatif. Ils ont tous les deux vécu des horreurs, et le fait qu'ils soient si similaires est une des raisons
pour laquelle ils se détestent, mais ça rend aussi leur relation beaucoup plus épicée. Et Josh est officiellement le meilleur date ever. Je vous dirai pas pourquoi, il faudra lire le livre pour le savoir, mais c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai énormément rigolé à la lecture de cette histoire. La manière dont les deux personnages se comportent l'un envers l'autre, ils n'arrêtent pas de se lancer des pics, de se balancer des horreurs à la figure, mais sous un ton humoristique, sans être vulgaire, et ça j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, ils ont tous les deux vécu des horreurs, et leur passé tumultueux plane un petit peu sur tout le récit, comme une épée de Damoclès, et à tout moment, le lecteur peut s'attendre à ce que ça leur tombe sur le coin du nez. Donc on a ce côté un petit peu, pas anxiogène, mais suspense, qui était très sympa. Au niveau de l'atmosphère, je trouve que l'autrice a particulièrement bien amené le côté violent, douloureux, et le besoin primaire que ces deux personnages ont l'un de l'autre, sans s'en rendre compte et sans se l'avouer au départ. C'est assez intense. Je vous ai parlé du trope Enemies to Lovers, je pense que vous le savez maintenant, c'est un de mes tropes préférés, si ce n'est mon préféré. Mais à ça, on ajoute aussi le « il n'y a qu'un lit dans cette chambre d'hôtel », le « elle est malade et lui vient la soigner », et le contrat du style ami plus, même si concrètement il n'y a pas d'amitié impliquée puisqu'ils peuvent pas se saquer. Par contre, le fait que Jules ne se tourne pas vers ses amis et ses proches alors qu'elle vit une situation assez compliquée, ça m'a un petit peu, beaucoup même, dérangée. J'aurais bien aimé qu'elle au moins essaye d'aborder le sujet avec ses amis. L'autrice réussit à alimenter son histoire au fur et à mesure, par petits bouts. Par exemple, l'amour de Jules pour les livres apparaît assez tôt dans le récit. On comprend assez vite qu'elle est boucadicte, mais ça n'a son importance que plus tard dans l'histoire. Et ça a un lien avec le fait que Josh soit le meilleur date ever. Si vous voulez un petit indice supplémentaire. J'ai adoré la tournure des événements. C'était extrêmement frustrant, mais ça collait totalement à l'identité des personnages. À cause de ses insécurités, évidemment que Jules va pas tout dire sur son passé et sur les drames qu'elle vit, même encore maintenant, à Josh. Et réciproquement, évidemment qu'avec tous les secrets et tous les mensonges dont il a été victime par le passé, Josh ne va pas forcément bien prendre les révélations que Jules va lui faire à un moment donné dans l'histoire. C'était vraiment incroyable. Je ne sais pas encore quel est mon tome préféré dans la série. Je pense que quand je vous ferai un récap des séries en cours, à jour, terminé, etc., peut-être à la fin de l'année ou début d'année prochaine, j'aurai une meilleure idée. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, ce tome 3. Encore une fois, les scènes de fesses sont absolument magistrales. J'ai adoré, c'est super bien écrit, c'est intense. Et le tome 4 sera sur Stella, donc la dernière amie du groupe, qui est un peu plus effacée. On la voit beaucoup moins que les 3 autres dans les 3 premiers tomes. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si on a quand même un mystère qui plane autour d'elle. Et surtout le Love Interest, qu'on n'a pas beaucoup vu non plus, mais qu'on a déjà vu et dont je connais l'identité, qui me paraît assez intéressant. Je m'inquiète juste un petit peu parce que je crois qu'il va être question d'un harceleur, de quelqu'un qui l'espionne, qui la stalk. Donc je sais pas trop comment je vais aimer ce tome 4. En tout cas là c'était vraiment génial. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads et c'est mon roman préféré du mois de juillet. Ensuite, sur un coup de tête, j'ai lu Les Aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell. Alors, c'est pas un des livres qui font partie des 12 livres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année, mais je crois que c'était le suivant sur la liste, donc ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je n'ai pas la date, mais ça fait très longtemps. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Julie Dumont, sans déconner. Julie qui est journaliste à Paris et dont la famille vit en Bretagne et sa famille en Normandie, et sa famille c'est les pompes funèbres locales, les croque-morts locaux. Tout le monde espérait que Julie, à la fin de ses études, revienne en Normandie pour reprendre le business familial, sauf qu'elle n'a pas du tout envie. Elle veut rester journaliste, elle veut rester à Paris. Elle veut pas retourner s'enterrer à Neubourg avec les gens qu'elle a connus toute sa vie. Julie va rentrer chez ses parents pour leur anniversaire de mariage et sur la route,
elle va tomber sur un de ses voisins avec qui elle va discuter un petit peu, jusqu'à ce qu'une voiture déboule et balance un mec dans le fossé. Julie, pleine de bonnes intentions, va emmener ce mec à l'hôpital et vont s'en suivre des aventures toutes plus improbables les unes que les autres, d'où le titre. Julie, c'est une nana qui a pas de bol, qui est entraînée malgré elle dans des trucs absolument abracadabrants, et les morts vont commencer à s'empiler à Neubourg, petite bourgade vraisemblablement insignifiante, et pas tant que ça finalement. C'était super chouette, j'ai adoré. Clairement, Julie, c'est le personnage idéal pour ce type d'histoire. Elle est absolument hilarante et sa maladresse la rend encore plus drôle malgré elle. Enfin, malgré elle. L'autrice l'a écrite de cette manière, donc c'est pas vraiment malgré elle, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un personnage qui a énormément de répartie, mais j'ai détesté son impuissance face au comportement de sa mère ou des autres villageois vis-à-vis d'elle, qui la traitent comme une enfant ou qui la traitent comme une poupée qui devrait se contenter de faire ce qu'on lui dit et d'écouter les conseils. C'est un peu les commères ou les petits vieux, les petites vieilles du village, ou même sans être ni vieux ni vieille, les gens qui pensent te connaître parce qu'ils t'ont vu grandir et qui ne cessent de te dire « Oh, ta maman va être tellement déçue. Oh, tu reviens enfin. Oh, on s'attendait tellement à ce que tu reviennes. » Enfin voilà, ce genre de trucs. Ça m'a absolument insupportée. J'ai adoré le personnage du papa qui est super chill par rapport à sa femme et le grand-père un peu lubrique, un peu beaucoup même, hilarant. On a un love interest et demi, je dirais. Un personnage masculin qui est plutôt intéressant et avec lequel j'aurais aimé passer un peu plus de temps. Et le deuxième personnage masculin qui fait partie de cette histoire, pour moi, est de trop. Je pense que l'autrice aurait pu se passer de ce personnage qui n'apporte au final pas grand-chose, à part que c'est lui qu'elle ramasse sur le bord de la route, donc les aventures commencent de cette manière, mais je pense qu'il y aurait pu avoir un autre début à cette histoire et une autre fin également. L'ambiance petit village où tout le monde se connaît, c'est typique pour ce genre de récit. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai détesté le comportement des personnages tertiaires et secondaires. Cassandra O'Donnell, c'est définitivement une de mes autrices préférées. Ce titre de sa backlist ne fait que renforcer mon avis. J'ai adoré, j'ai passé un super moment. C'est bourré d'humour, on a des références absolument hilarantes. Les éléments que j'ai détestés dans cette histoire sont liés à mes préférences personnelles et pas au style de l'autrice. D'ailleurs, ça ne fait que renforcer son talent puisqu'elle réussit à écrire des personnages exécrables de manière crédible, extrêmement réaliste. En gros, j'ai adoré les détester. Les aventures improbables de Julie Dumont sont bel et bien improbables. On est sur une histoire qui est complètement tirée par les cheveux, qui n'a ni queue ni tête. La logique, du coup, en pâtit un peu, mais c'est la structure de l'histoire, c'est l'histoire que l'autrice a écrite qui est comme ça, et ce n'en est que plus drôle. On démarre en fanfare par un événement absolument invraisemblable, et malheureusement le côté enquête, mystère m'a un peu moins intéressée que l'aspect vie quotidienne en fait de l'héroïne que j'ai trouvé vraiment génial. Comme je l'ai dit, ça pâtit un petit peu au niveau de la logique, il est fortement improbable que Julie réussisse à mener l'enquête sur les événements de la manière dont elle le fait. Mais bon, il n'y aurait pas d'histoire sinon. J'ai passé un super moment, j'ai énormément ri et il y a le potentiel, je pense, pour en faire une série. Donc j'en discuterai avec l'autrice la prochaine fois que je la verrai, probablement à Colmar cette année, fin novembre, si elle y est présente. Franchement, ce serait cool. Ce serait très très cool. Ensuite, j'ai lu Scarred, le tome 2 de Never After d'Emily McIntyre. C'est de la romance érotique, une réécriture contemporaine, mais dans ce tome 2 historique. C'est une réécriture du Roi Lion, version érotique. Et dans la série Never After, les vilains, les méchants, sont les personnages principaux. Dans ce tome 2, Scarred, on a donc le personnage de Scar, incarné par un être humain qui s'appelle Tristan, qui va tomber amoureux de Sarah B, qui est promise à son frère, Michael, Mufasa. Sarah B, de son côté, a l'intention d'épouser Michael, Mufasa. je vais essayer de trouver d'utiliser les noms des personnages. Elle s'appelle Sarah, mais on l'appelle Sarah B dans l'histoire, puisque je crois que son nom de famille c'est Beaumont ou quelque chose comme ça, donc c'est Sarah B. Tristan c'est Scar et Michael c'est Mufasa. Donc essayez de suivre un petit peu, s'il vous plaît.
Sarabi, donc, a bien l'intention d'épouser Michael pour venger la mort de son père qui a été assassiné sur ordre du roi, sur ordre de Michael, pour une raison que l'on ignore pour l'instant, enfin dans un premier temps. Et Tristan, lui, est bien décidé à tuer lui aussi Michael pour venger la mort de son père, lui aussi, qui a été tué par Michael du coup. Donc dans cette histoire, les rôles sont inversés, le vrai méchant c'est Mufasa, Michael, et le méchant, pas si méchant, c'est Scar, Tristan. Tout comme dans le premier, c'était Peter, le méchant, et Hook, le gentil. Enfin, gentil, c'est relatif, hein, parce que c'était quand même un baron de la drogue. Bref. On va suivre donc les aventures de ces trois personnages, principalement de Sarabi et Tristan, puisque ce sont nos deux personnages principaux, voilà. Et ils vont tomber amoureux. Sinon, c'est pas une romance érotique. Et du coup, Sarabi va décider de se rapprocher de Tristan pour se rapprocher de Michael. Et elle est décidée à tuer toute la famille de toute façon, donc pas seulement Michael. Et Tristan, lui, va se rapprocher de Sarabi pour essayer d'atteindre Michael d'une autre manière. Enfin bref, vous avez compris le truc, quoi. On est sur un récit, donc, Enemies to Lovers de nouveau, avec, et ça je l'ai adoré, un objectif sans être tout à fait commun pour nos deux héros, mais quand même similaire. Sarah est une jeune femme indépendante en quête de vengeance et je l'ai trouvée vraiment forte. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Malheureusement, je l'ai aussi trouvée un petit peu naïve quant à la manipulation dont elle est victime et je reste dubitative quant au choix de l'autrice d'adapter ce personnage du Roi Lion. Alors après, ça me semble en même temps logique parce que j'aurais pas aimé, je pense, qu'elle utilise Nala. Différence d'âge, etc. Tout ça. D'autant que dans cette histoire, on a le personnage de Simon, qui représente Simba, qui est le fils bâtard de Michael. Donc au niveau logique, dans les âges, il y aurait eu un gros problème. Donc c'était logique qu'elle choisisse Sarabi, mais comme c'est un personnage extrêmement effacé dans l'histoire du Roi Lion, bah ça m'a laissé un petit peu indifférente par rapport à elle. Tristan, lui, par contre, est incroyable. Son incarnation de Scar est parfaite, et l'amour et la loyauté qu'il voue à son peuple et à Sarah au bout d'un moment, n'ont d'égal que la haine qu'il voue à son frère, et j'ai trouvé que c'était un magnifique équilibre, tout en violence évidemment, mais très juste, et gros coup de cœur du coup pour le personnage de Simon qui incarne Simba. J'ai eu par contre énormément de mal à faire coïncider cette histoire avec la version du Roi Lion que je connais, enfin la seule qui existe, je crois d'ailleurs, que ce soit le dessin animé ou la version live action, c'est la même histoire qui est racontée. J'ai eu beaucoup de mal puisque dans Scarred, les personnages sont humains, et dans le Roi Lion, les personnages sont des lions. Waouh, le spoiler. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal au départ, d'autant plus que l'autrice installe son récit au début du XXe siècle. Du coup, ça m'a un peu embrouillée, mais on a quelques références et clins d'œil aux films d'animation qui sont très chouettes. Très bienvenus, très bien dosés, il n'y en a pas non plus énormément, mais genre, je sais pas, on a cette histoire de le château est situé au bord d'une falaise, donc on a la vision sur le rocher du lion, quoi. On a les personnages évidemment qui sont bien interprétés, on a Timon, on a Pumba, Pumba qui d'ailleurs s'appelle Paul et qui est cuisinier, donc le côté un peu goinfre, nourriture, tout ça, c'était assez bien pensé. Et on a les références directes au texte, au dialogue, avec Tristan qui a 2 reprises, je crois, dit à son peuple, aux résistants qui l'accompagnent, stay prepared, donc soyez prêts, restez prêts, etc. Comme dans le Roi Lion, donc c'était plutôt cool. Je suis fan de la plume de cette autrice. C'est la première série, la seule série pour l'instant que j'ai lue d'elle. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres. Je m'y intéresserai parce que j'adore la façon qu'elle a de décrire les événements, les personnages, et les scènes de sexe sont absolument phénoménales, là encore. J'ai beaucoup aimé le rythme qui est plutôt lent de l'évolution de la relation entre Sarabi et Tristan. J'ai trouvé que c'était
sans être vraiment original, je pense que je préfère ce type d'histoire au Love at First Sight, où les personnages tombent tout de suite amoureux l'un de l'autre et où tout de suite ils s'embrassent, ils couchent ensemble, etc. Là, c'était plus long à se mettre en place et j'ai apprécié ça. Je vous l'ai dit, dans le tome 1, c'était Peter le méchant et Hook le gentil. Dans le tome 2, c'est... Enfin, tome compagnon, hein, du coup, ils n'ont rien à voir, les histoires n'ont absolument rien à voir, c'est juste le schéma de réécriture avec érotique, avec les vilains qui deviennent les gentils, etc. Enfin, les gentils, les personnages principaux, on va dire. Mais à part ça, il n'y a pas de lien entre les deux histoires. Bah, j'ai été un peu plus mal à l'aise dans ce tome-là, parce que Mufasa, entre guillemets, était le méchant. Ça m'a un peu plus perturbée. Peter Pan, c'est un personnage que je peux pas blairer. Je déteste ce personnage. D'ailleurs, Peter Pan, c'est un des films d'animation de Disney que j'ai énormément de mal à revoir. Je ne supporte pas ce personnage. Et bah là, par contre, ouais, c'était dur de voir Mufasa être un tel connard. Malheureusement, ma difficulté à appréhender l'histoire avec les personnages qui sont devenus des humains, le contexte historique et cet aspect de l'histoire, du coup, avec Mufasa qui devient le méchant, ça a un petit peu influé sur mon intérêt pour la lecture. Mais le style de l'autrice est hyper fluide, ça déroule les actions et l'ambiance un petit peu trahison, alliance, ça a relevé mon intérêt. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé les références au Roi Lion / Hamlet, puisque à la base, le Roi Lion, c'est une réinterprétation de la pièce d'Hamlet de Shakespeare. J'ai trouvé que c'était bien dosé, les références par rapport à l'histoire, la quantité, la qualité, etc., comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, au niveau de la logique, du coup, il y a 2 petits points qui m'ont dérangé. C'est le fait que l'identité de Simon n'ait pas été découverte par d'autres personnes. Ça me paraît assez évident, la façon dont il est décrit, la façon dont il se comporte et dont les autres se comportent avec lui, ça me paraît assez évident qu'il est le fils bâtard de Michael. C'est pas un spoiler, hein. Je pense que c'est... Enfin, je crois que c'est une des premières choses qui est dite quand on rencontre ce personnage, c'est ça, donc... je trouve pas ça logique que d'autres ne se soient pas insurgés et tenté quoi que ce soit par rapport à ce personnage avant. Et l'imprudence de Sarabi et Tristan qui, en gros, se sautent dessus ou se comportent de manière totalement inappropriée dans des endroits et à des moments qui, eux, ne le sont pas appropriés. Et ils auraient pu être découverts à n'importe quel moment. Pareil, c'était pas hyper logique pour moi quand on connaît l'importance de leur mission. Globalement, je pense que j'ai préféré le tome 1 au tome 2, mais j'ai quand même passé un super moment avec celui-ci. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu L'épée, la famine et la peste, le tome 1 d'Aurélie Wellenstein, finaliste adulte du PLIB. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 personnages. Il s'agit d'une fantasy, high fantasy même, dans laquelle on va rencontrer une jeune fille qui va être arrêtée par l'Inquisition parce qu'on la soupçonne d'être une sorcière, un jeune garçon d'à peu près le même âge qui est possédé par un loup et est susceptible de se transformer à un moment donné en loup-garou, et un ancien soldat membre de l'Inquisition qui est sur le point d'en finir avec la vie au moment où une créature s'approche de lui et il lui semble reconnaître son fils dans l'œil de cette créature, son fils qui a disparu, qui est décédé. Ces 3 personnages vont se retrouver à un moment donné ensemble, dans un but plus ou moins commun. Ils vont tenter d'approcher une sorcière extrêmement puissante pour qu'elle les sauve. La jeune fille pour qu'elle lui explique et qu'elle essaye de l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Le garçon pour tenter d'enlever, de l'exorciser de cet esprit du loup. Et l'ancien soldat pour qu'elle libère son fils du cerf, de la créature, d'où la couverture, dont il est prisonnier. C'est une histoire dans laquelle il est question d'araignées, trigger warning, et en fait les sorcières sont des femmes qui ont été mordues par des araignées, par des tarantas. Il y a plein de types d'araignées et une partie du royaume est ensevelie par les toiles, et l'Inquisition a pour vocation d'éradiquer toutes ces femmes qui sont
qui possèdent des pouvoirs. Alors évidemment, comme souvent dans les récits de high fantasy, on a les femmes qui sont mordues par des araignées qui deviennent des sorcières qu'il faut éradiquer, et les hommes qui, eux, sont mordus par des araignées, qui commencent à avoir des pouvoirs d'omniscience et qui, eux, sont portés au nu. Ah, la fantaisie. Ce genre merveilleux qui permet d'amplifier les éléments de notre réalité contemporaine. J'adore. Chacun des 3 personnages qu'on va suivre est assez bien identifié et facile à distinguer l'un de l'autre, les uns des autres. Malheureusement, je n'ai réussi à m'attacher à aucun d'entre eux. Cillian, qui est donc le jeune garçon victime de l'esprit du loup, aurait pu être attachant. Malheureusement, son comportement est carrément insupportable. Il est extrêmement soumis et je ne l'ai pas du tout trouvé sympathique. Il est carrément pathétique et insupportable. En fait, ils le sont tous. Erin, la jeune fille, est extrêmement entêtée et Sullivan, l'ancien soldat, est violent à l'extrême. On a une explication quant à son comportement extrêmement violent qui du coup justifie ses actes. C'est horrible de dire ça, mais il y a une raison, une vraie raison pour laquelle il est tellement violent. Je sais pas si on peut parler de justification vraiment ou d'excuse parce que c'est pas, tu peux pas. Si, c'est ça. Tu justifies le comportement mais tu ne l'excuses pas. Donc on parle de justification. Ils ont des circonstances atténuantes tous, mais malheureusement c'est pas un type de personnage que j'apprécie. L'ambiance est glauque et angoissante comme c'est si bien les écrire cette autrice, et l'omniprésence des araignées est assez écœurante. Je suis arachnophobe. Comme beaucoup, je crois, c'est une des phobies les plus répandues, il me semble. J'avais l'impression que ça grouillait partout pendant que je lisais ce texte, qui m'a pris énormément de temps, et c'est le roman à cause duquel je suis en retard dans ma pile à lire du mois de juillet, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous parler aujourd'hui du Reflet brisé de Nina Gorlier, parce que je ne l'ai pas terminé, donc vous aurez mon avis sur ce titre à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. Je vais vous parler tout de suite des trigger warning, content warning, attention pour violence évidemment, torture, description explicite de blessures, agression sexuelle, tentative de viol, exécution publique de différentes manières et les araignées évidemment. Le style de l'autrice est toujours aussi incisif, c'est un style que j'aime énormément, mais je l'ai moins apprécié dans ce récit-là, dans ce livre-là, que dans ses précédents romans que j'ai pu lire. Je l'ai trouvé un peu moins fluide et un peu plus lent. La réunion de 3 êtres que tout oppose, mais avec un objectif plus ou moins commun, c'est assez classique comme schéma pour un récit de dark fantasy. C'est classique, mais efficace et maîtrisé par l'autrice. Malheureusement, mon manque d'intérêt pour les personnages et les quelques longueurs m'ont empêché de vraiment m'attacher à l'histoire et de m'intéresser plus que ça. Ce qui a été vraiment too much pour moi, c'est la folie ambiante qui se dégage du récit en général et des 3 personnages, puisque chaque chapitre alterne entre le point de vue d'un des 3, sans que ce soit précisé au départ. Il n'y a pas de... Les chapitres ne portent pas le nom de la personne qu'on va suivre, donc parfois il y a un petit temps d'adaptation pour savoir qui parle. Il y a 2 points de logique qui m'ont dérangé dans ce récit. Le premier, c'est Sullivan qui, pour un ancien soldat, est extrêmement imprudent dans leur avancée, dans leur périple. Je trouve que... Alors, ils sont obligés de se reposer à un moment donné, enfin, c'est évident, mais je trouve qu'il a manqué énormément de prudence, étant donné qu'il est censé être un ancien soldat de l'Inquisition, et pas n'importe lequel en plus, sans vous en dévoiler trop. Et Conrad, donc son frère d'armes, qui va devenir un peu la figure ennemie dans cette histoire, son obstination à vouloir à tout prix ne pas lui faire du mal à lui, à Sullivan, pour pouvoir le réintégrer dans ses équipes, j'ai trouvé que c'était ridicule et que ça n'avait pas de sens en fait. À un moment donné, pour atteindre tes objectifs, surtout connaissant le passé et la personnalité de ce personnage, et ben tu le tues et puis c'est tout, point. Pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir le sauver. Il est vraisemblablement et visiblement irrécupérable. J'ai pas pris énormément de plaisir à ma lecture malheureusement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et le style de l'autrice, bien que étant du Aurélie Wellenstein, m'a un peu moins intéressée et interpellée que précédemment. Si on ajoute à ça le temps qu'il m'aura fallu pour terminer ce roman, clairement, c'est une biologie mais je ne lirai pas la suite. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads.
Ensuite, là encore, sur un coup de tête, plus ou moins parce que c'est dans l'actualité et parce que je me suis dit que si je devais lire à un moment ce livre, c'était maintenant, je vais vous parler de Bien trop petit de Manukos. Contexte environnemental, historique et sociétal, la raison pour laquelle j'ai lu ce récit, c'est parce que Gérald Darmanin, notre cher ministre, a décidé de censurer ce texte et de l'interdire à la vente aux mineurs. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Il n'y a aucune raison. Globalement, on va dire ça comme ça. Cette histoire, c'est l'histoire de Grégoire qui, un jour au collège, lycée, je ne sais plus, lycée peut-être, va se voir traiter de petite bite par un de ses camarades. Il va commencer à faire un complexe sur la taille de son sexe. C'est un ado d'une quinzaine d'années, je crois. 14 ans peut-être. Je crois que c'est ça, 14 ans. Donc fin de collège, je dirais plutôt. Qui, au-delà de commencer à faire un complexe sur la taille de son sexe, est aussi obsédé par le sexe en général. C'est un adolescent en pleine puberté. C'était ça le mot que je cherchais. Purée, ça m'a... il était loin celui-là. Et voilà, et Grégoire, pour exorciser un petit peu cette obsession qu'il a du sexe, va commencer à écrire, enfin ça fait un moment déjà qu'il écrit une fiction, une fanfiction en ligne. Fanfiction, oui et non, il écrit tout simplement de la fiction parce que c'est pas vraiment, il s'est pas vraiment inspiré de personnages qui existent dans d'autres médias, il écrit sa propre histoire. Une histoire de cap et d'épée dans laquelle on va faire la connaissance d'un chevalier et d'une jeune fille. Et jusqu'à présent, son récit était plutôt soft, même très soft. C'était juste un récit de cap et d'épée. Sauf que là, entre le harcèlement dont il est victime à l'école et son obsession pour le sexe, il va décider de transformer son récit en histoire érotique. Et il va recevoir le commentaire d'une personne qui va, sans vraiment l'initier, mais le pousser à aller un peu plus loin dans son écriture et dans le côté érotique de son histoire. Globalement, ça c'est le pitch. Comme je vous l'ai dit, Grégoire c'est un ado qui a 15 ans, 14-15 ans, qui est en plein milieu de sa puberté, du coup impossible pour moi de m'identifier au personnage. Je n'ai jamais été un adolescent de 15 ans en pleine puberté. J'ai été une adolescente de 15 ans en pleine puberté, mais jamais un adolescent. Cependant, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture puisque je savais dès le départ que j'étais pas le public cible. J'ai réussi du coup à faire abstraction de ça. Il y a un aspect de sa personnalité qui m'a paru peu crédible jusqu'à ce que je me renseigne autour de moi. Et c'est justement cette obsession qu'il a avec le sexe. Alors, je vous préviens tout de suite, si c'était pas clair sur la façon dont j'ai commencé à parler de ce récit, c'est un ouvrage qui est donc interdit à la vente aux mineurs et qui est déconseillé par l'éditeur en dessous de 15 ans. Mes propos risquent d'être parfois un peu crus dans mon avis. Soyez prévenus. Je disais donc que l'aspect de sa personnalité qui m'a paru peu crédible, au-delà de son obsession pour le sexe, c'est sa tendance obsessionnelle à se masturber. Je crois que dans une seule journée, à un moment donné, il est question... Parce qu'en fait, on lit ce texte, c'est un peu son journal. C'est lui qui raconte son histoire. Et donc il nous dit à un moment donné qu'il s'est masturbé 9 fois dans la journée et qu'il s'est remasturbé 4 à 5 fois dans la soirée. Ça me paraissait vraiment énorme en quantité. Mais n'ayant moi-même jamais été un garçon, c'était difficile pour moi d'en juger. Du coup, je me suis renseignée un petit peu autour de moi. Et en fait, c'est pas si improbable que ça. Donc, pourquoi pas? Donc le côté un peu crédibilité qui me manquait, finalement, il existe quand même. Je l'ai ressenti comme ça à ma lecture, donc ça a un peu influé sur mon avis. Mais en réalité, c'était plutôt bien crédible. Par contre, le personnage de Kika, qui est cette personne avec qui Grégoire échange sur le forum sur lequel il publie ses histoires, m'a vraiment beaucoup dérangée. Ce qui m'a perturbée, c'est le flou volontaire que crée l'auteur autour du genre de cette personne, qui peut être ou non genrée d'ailleurs, mais on n'en a aucune idée, et surtout on n'a aucune idée de son identité tout court. Le récit s'achève et on ne sait toujours pas qui est Kika. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, ni l'un ni l'autre, l'un et l'autre, quel âge y est là. On ne sait pas. Et c'est ça qui m'a le plus dérangée dans l'histoire.
parce que je pense que l'auteur aurait pu, en plus de cette histoire de puberté, les hormones, l'obsession du sexe, etc., je pense que c'est un sujet, le côté harcèlement ou pas, danger d'internet, on sait jamais à qui on a affaire de l'autre côté de l'écran. Je pense que l'auteur aurait pu approfondir cet aspect de l'histoire, mais ne l'a pas fait parce qu'il est resté focus sur son sujet principal. Et ce qui m'a dérangé donc par rapport à ce personnage, au-delà du fait que on ne sait pas qui c'est justement que comme on ne sait pas qui c'est, cette personne s'adresse à Grégoire de manière extrêmement crue, vraiment, vraiment beaucoup. Et elle-même ne sachant pas qui est Grégoire de l'autre côté de l'écran, elle ne prend pas en compte le fait que Grégoire pourrait être très jeune. Puisque à la base, avant de passer sur un forum adulte, il publiait ses histoires sur un forum réservé aux mineurs. Donc ça aurait très bien pu être un jeune ado entre 10 et 12 ans. L'atmosphère n'a rien d'extraordinaire, on est sur du contemporain, mais j'ai trouvé que la plongée dans les pensées obsessionnelles de Grégoire était très réussie. Le style de l'auteur est accessible, il s'adresse directement à son public cible, et les quelques références à la pop culture sont bien dosées, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, c'était vraiment chouette. Clairement l'histoire ne m'intéressait pas, j'avais absolument aucun intérêt à lire ce texte, le sujet, le genre et le public cible, voilà, il n'y avait pas de raison pour laquelle j'aurais pu lire ce titre s'il n'avait pas été tellement médiatisé, et je confirme que je trouve que la censure est injustifiée, dans la mesure où l'éditeur a noté noir sur blanc sur la 4e de couverture moins de 15 ans, il y a une pastille moins de 15 ans, donc le texte est déconseillé par l'éditeur aux moins de 15 ans, comme pour d'autres choses, notamment, on va faire un peu de politique, je m'excuse, si mon avis peut vous heurter, c'est mon avis, il est personnel, il n'engage que moi. Notamment par rapport à ces derniers temps, le côté réécriture de classiques pour s'intégrer à la société d'aujourd'hui, Roald Dahl, Agatha Christie, etc., que je trouve absolument inadmissible. Il faut remettre les textes dans leur contexte, et même si effectivement c'est dérangeant aujourd'hui, il faut se souvenir qu'à l'époque ça ne l'était pas, même si c'est dérangeant que ça ne l'était pas à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec Tom Hanks quand il dit que laissez-moi juger de ma sensibilité et mettez-moi un avertissement si vous le voulez en début de film ou de livre en me disant attention, les propos de l'auteur sont représentatifs de telle période, blablabla, on s'en fiche, mais laissez-moi juger de ce qui est heurtant pour moi et pour ma sensibilité. C'est le cas avec Bien trop petit. Laissons les ados, grands ados, parce que à partir de 15 ans quand même, juger si le texte est pour eux ou pas. Je l'ai toujours dit, un enfant, un ado, un adulte qui découvre un média, même les jeunes enfants, que ce soit un film ou un livre, si ça lui fait peur, s'il n'aime pas, il n'ira pas au bout. Il ne se forcera pas à aller au bout de l'histoire. Donc je trouve que c'est totalement injustifié que ce titre fasse l'objet d'une telle censure. C'est mon avis. Je referme la parenthèse. Globalement, j'ai apprécié l'histoire pour ce qu'elle est. Ça se lit extrêmement vite et je suis un peu déçue par la fin. Mais voilà, c'est pas un texte qui restera dans mes mémoires. Mais je pense que c'était important que je le lise maintenant et que je vous en parle maintenant pour que vous vous fassiez votre propre avis, votre propre opinion et que vous ayez peut-être envie de le lire vous-même. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Et le dernier titre que j'ai lu au mois de juillet, c'est Sapientia, le tome 1 de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est le dernier finaliste du PLIB Jeunesse Young Adult qu'il me restait à lire. Je peux donc officiellement vous informer que mon vote pour les finalistes du PLIB Young Adult Jeunesse ira à Ariel Holzel avec Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La princesse sans visage, que j'ai vraiment adoré. Je reviens à l'Empire des femmes. C'est une fantaisie dystopique. Je sais, c'est bizarre. La dystopie est un sous-genre de la science-fiction, mais là clairement on n'est pas sur de la SF, on est sur de la fantaisie. Dans cette histoire, on est dans une société inspirée par l'Empire gréco-romain, plus grec d'ailleurs que romain je pense, et dans une société dans laquelle ce sont les femmes qui ont le pouvoir et où les hommes sont réduits en esclavage. Notre héroïne est la fille de la femme la plus riche et la plus influente de la cité, et elle vient d'arriver à sa majorité, elle vient de devenir majeure,
Et donc elle va participer à un tournoi qui vise à départager les hommes les plus puissants parmi les esclaves. Et à la fin de ce tournoi, les femmes, dans une vente aux enchères, vont acheter ces hommes pour devenir mères et ainsi perpétuer l'espèce. Voilà. Si les enfants qui naissent sont des hommes, ils sont soit, s'ils sont issus d'une famille riche, envoyés dans une école qui s'appelle l'école des hommes modèles, je crois, pour devenir ensuite des oncles qui sont émasculés et qui ont pour charge les enfants des femmes de la cité et du continent, et voilà. Et les autres enfants garçons sont envoyés en exil sur une île où vivent uniquement des hommes et où règne vraisemblablement la violence, puisque ce sont des hommes, ce sont des sauvages, des bêtes féroces. Voilà, donc en gros le pitch de cette histoire, et parallèlement on a le point de vue d'un homme, du coup, qui lui est esclave et qui a l'intention de renverser ce régime, qui donc se porte volontaire pour participer au concours, pour être acheté par une femme. Je vous le donne en mille, ces deux personnages vont se rencontrer et il va se passer un truc entre eux. Et voilà, globalement, pour le pitch. L'équilibre entre les personnages attachants et les personnages détestables est génial. On a des personnages qui sont vraiment très attachants, et on a beaucoup de personnages qui sont absolument insupportables. J'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai adoré le personnage principal, Adona, qui est différente des autres femmes. Comme je vous l'ai dit, on est dans une société qui prône la femme avant tout, le fait d'être mère, le côté on respecte à fond les traditions, et le rôle d'une femme c'est de devenir mère pour engendrer des futures femmes qui seront à leur tour mères. Ce sujet de la maternité, c'est un sujet qui me parle énormément, parce que je n'ai moi-même aucun désir de devenir mère. Salut, si vous le découvrez, vous le savez désormais. Et du coup, j'ai énormément adoré le personnage d'Adona, puisque elle-même n'a aucun souhait de devenir mère. Elle en a pas envie, et je trouve que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on lui a inculqué depuis toujours, à l'encontre des traditions, à l'encontre de sa famille, qui est la famille la plus puissante de la cité. Et c'était rafraîchissant de suivre ce personnage en particulier. Par contre, j'ai détesté Adonis, qui est son frère jumeau, et quasiment l'ensemble des personnages secondaires, à l'exception du personnage principal masculin et de son ami, parce qu'ils se laissent tous porter par le courant, ils sont formatés depuis l'enfance, et c'est assez agaçant. L'atmosphère créée par l'autrice est absolument incroyable, elle se base sur des faits réels, des faits historiques, et elle imagine ce que la société aurait pu être si il s'était agi d'une société matriarcale à l'extrême. C'est assez flippant de réalisme. Il y a certaines expressions que l'autrice emploie qui m'ont paru un peu trop simples, familières, enfantines, ouais, pas vraiment enfantines, mais peut-être plus familières par rapport au style et à l'époque qui est représentée par l'autrice. Dans l'ensemble, par contre, c'est quand même fluide et agréable à lire, et le switch du genre dominant au niveau du vocabulaire, de la grammaire, etc., c'est vraiment très réussi. Le concept est original et rafraîchissant, j'ai adoré découvrir une société matriarcale, contrairement aux sociétés patriarcales dont on a l'habitude dans les dystopies en général. Et comme je vous l'ai dit, le thème omniprésent de la maternité m'a énormément parlé, et j'ai réussi très facilement à m'identifier à l'héroïne. L'aspect vengeance et l'aspect tournoi du récit m'ont vraiment tenu en haleine, c'est intriguant, on a envie de connaître le déroulement, la suite, la fin de l'histoire. Et contre toute attente, l'arc secondaire avec Adonis, donc le frère jumeau de notre héroïne, et cette histoire d'oncle, d'école des hommes modèles, bah, ça m'a quand même intéressée aussi. L'autrice n'est pas tendre avec ses personnages, c'est un récit de fantasy, type high fantasy, même si on est sur de la dystopie, c'est un mix un peu de plusieurs genres, et du coup l'autrice n'est pas tendre avec ses personnages, donc ça permet vraiment de tenir le lecteur intéressé jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une perte plus ou moins dramatique. Il y a certains éléments du récit qui m'ont paru un peu trop faciles pour l'histoire. En même temps, l'autrice se facilite l'écriture à travers certains éléments. Ça paraît logique, puisque sinon son histoire ne pourrait pas avancer, mais il y a quand même certains trucs qui m'ont paru un petit peu trop gros. J'ai vraiment passé un super moment. On a un cliffhanger à la fin de ce tome 1 qui n'était pas indispensable. Je pense que l'autrice aurait pu s'en passer, parce que clairement on se doute bien
que comme il y a un tome 2, qui sera le dernier puisqu'il s'agit d'une duologie, les événements qui se déroulent à la fin de ce tome 1 n'auront pas vraiment de conséquences pour le début du tome 2. Donc bon, comme dit, c'était pas indispensable, mais ça donne quand même très très envie d'attraper tout de suite la suite et fin. Et je serais ravie de découvrir cette histoire, la fin de cette histoire qui est déjà disponible puisqu'elle est sortie je crois au mois d'avril. Et je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quels sont les titres que vous avez lus au mois de juillet. Purée, on est déjà le 3 août. Ouh, ça passe trop vite. Est-ce que vous avez eu des nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Est-ce que vous participez au Plib? Et où est-ce que vous en êtes dans vos lectures du Plib? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!